Rebonjour à ceux qui étaient présents avant 11 heures. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, quasiment toutes les personnes inscrites eh bien, se sont connectées. Merci de votre présence, de votre fidélité, puisque vous le savez, nous organisons chaque mois un webinaire sur la conformité, soit sur la partie anticorruption, essentiellement Sapin 2 pour la France, et l'autre partie sur lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C'est un sujet qui nous a réunis ce matin avec justement la 5e directive et ce périmètre élargi au niveau des assujettis pour une vigilance plus grande. Vous le savez, nous avons lors de ces webinaires des personnes, des collaborateurs de chez Altares qui sont experts dans le domaine et ce matin, c'est avec Valérie Striz qui va nous éclairer sur cette 5e directive. Bonjour à tous. Donc cette 5e directive qui a été mise en place depuis le 10 janvier, nous allons l'aborder avec précision. Nous avons géré l'année passée, 2019, plus de 200 projets sur la partie conformité, bien sûr en lien avec la 4e directive, mais depuis cette année, la 5e directive a plusieurs conséquences. Donc un agenda assez chargé, je vous l'avoue. Vous le voyez à l'écran, nous allons faire un point avec Valérie sur cette 5e directive, notamment sur les processus à mettre en place et la déclaration de soupçon auprès de Tracfin. Vous le savez, ce webinaire est enregistré, donc il vous sera renvoyé, tant en termes de replay que de présentation. Je vous invite à poser vos questions dans le chat. Nous essaierons d'y répondre en direct avec Valérie. Valérie, je te laisse la main pour cette partie. Parfait, merci Laurent. Alors, donc comme tu l'as dit, avant d'aborder les points précis de la 5e directive, on s'est dit qu'il était intéressant de revenir sur l'historique du texte pour comprendre ensuite l'évolution vers la 5e directive. Donc déjà, la première directive de lutte anti-blanchiment date de juin de 1991 et suit les recommandations du GAFI. Donc à cette époque, seul le blanchiment de capitaux lié au trafic de stupéfiants est ciblé par ce texte et il ne s'impose qu'au secteur financier. Ensuite, 10 ans plus tard, donc on s'est dit qu'il fallait quand même mettre à jour le texte, donc de nouveaux délits assujettis sont ajoutés au texte. Voilà. Ça concerne toujours les établissements financiers. Alors, peu de temps après, donc 4 ans ensuite, en 2005, suite aux attentats terroristes de 2001, le texte étend ses obligations de lutte contre le blanchiment à la lutte contre le financement du terrorisme. Donc apparaît à ce moment-là la notion de bénéficiaire effectif et d'approche par les risques. Les contrôles, les évaluations des clients doivent être plus ou moins poussés en fonction de leur niveau de risque. Donc c'est ce qui est établi et écrit dans cette directive. Ensuite, plus récemment, en mai 2005, plus récemment en mai 2015, la 4e directive de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme prévoit la création d'un registre de bénéficiaires effectifs national. Donc, chaque pays devra mettre en place un registre des bénéficiaires effectifs et renforce l'obligation d'identification de ces personnes, ces bénéficiaires effectifs, et renforce également les sanctions. Puis depuis janvier 2020, donc cette fameuse 5e directive, donc certains éléments sont entrés en vigueur depuis janvier et ce texte apporte encore plus de précision. C'est ce que l'on va voir maintenant. Déjà, pourquoi une 5e directive? La 5e directive européenne de LCBFT, donc elle met à jour cette 4e directive de 2015, comme on l'a compris. La Commission européenne, donc, elle a décidé de publier cette 5e directive suite, notamment encore aux attentats terroristes des dernières années et également aux révélations des Panama Papers sur l'utilisation des paradis fiscaux. Donc, on appelle ce texte communément 5e directive, mais c'est vrai que quand on le lit, on s'aperçoit que ce sont simplement des ajouts et des modifications de dispositions de l'ancien texte. Alors, dans cette 5e directive, il y a des dispositions qui changent, notamment la désignation de nouveaux assujettis,
des dispositions qui renforcent l'obligation d'identification des bénéficiaires effectifs, encore une fois, avec là cette fameuse création de registre qui est reprise encore une fois par ce texte, et notamment qui vise indirectement le registre national des bénéficiaires effectifs en France, avec un projet d'interconnexion entre ces registres au niveau européen. Également un focus sur la surveillance de la monnaie électronique et notamment des cartes prépayées qui est renforcée. La vigilance des clients et transactions dans les pays à haut risque est également renforcée. De nombreuses aussi dispositions qui incitent la coopération des autorités de lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme au sein de l'Union européenne, donc apparaissent dans ce texte. Concernant également les personnes politiquement exposées, donc des listes de fonctions publiques importantes sont établies pour faciliter la surveillance de ces fameuses PPE. Et également, les États et la Commission européenne vont évaluer les risques de LCBFT à travers des rapports de données statistiques. Donc, qu'est-ce qui change pour les assujettis? Donc, certaines mesures que je vais citer concernant cette 5e directive ont déjà été prises en compte par la France dès la publication de la 4e directive, et on retrouve notamment ces dispositions dans la loi Sapin 2, donc en anticipant cette 5e directive. Donc, premier point qui change. Donc, cette 5e directive, elle accroît les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle, encore une fois, et toujours plus. Elle liste les cas dans lesquels il y a un examen renforcé qui est obligatoire. Donc, certains cas, donc lorsque la transaction est complexe, que le montant est anormalement élevé, que le schéma de la transaction est inhabituel, ou encore qu'il n'y a pas d'objet économique ou licite apparent. Donc ça, c'est le premier point. Second point sur lequel la directive fait un focus, c'est sur les pays à haut risque. Donc, lorsque la relation d'affaires est située ou les transactions ont lieu dans des pays à haut risque, là, l'établissement de crédit ou l'assujetti plus largement doit impérativement collecter des informations supplémentaires sur, donc, toujours plus le client, le bénéficiaire effectif, doit se renseigner sur la nature de la relation, l'origine des fonds et du patrimoine du client et du bénéficiaire effectif, des informations sur les raisons des transactions, mais également obtenir des autorisations d'entrée en relation ou de maintien de la relation de la part des supérieurs hiérarchiques, notamment le directeur général, le directeur de la compliance. Donc, ça va dépendre vraiment de l'organisation interne de la structure. Et enfin, sur ce dernier point, les assujettis doivent augmenter le nombre et la fréquence des contrôles de ces clients qui sont situés dans des pays à haut risque. Donc, concernant les dates clés de transposition, donc on en a quand même entendu parler maintenant, mais la 5e directive, donc pour rappel, a été votée en avril 2018 et doit être transposée à partir de janvier 2020, donc c'est bien entamé maintenant. Et la transposition va se faire en plusieurs étapes. Donc, on retrouve les dates de passage de transposition dans le texte qui va de janvier à mars. Donc, concernant les assujettis, Laurent, quelques mots. Oui, donc cette 5e directive cible des nouveaux assujettis. Alors, au niveau des conseillers fiscaux et experts comptables, alors je vois que dans les participants à ce webinaire, il y a certains acteurs de ce domaine-là. Donc, tous les métiers qui vont faire du conseil fiscal, du conseil financier, aujourd'hui vont devoir, avant d'entrer en relation avec un client, un tiers, faire quelques vérifications. Valérie va en parler tout à l'heure. Le métier des agents immobiliers, pour tout ce qui est location au-dessus de 10 000 euros, donc on est sur des biens quand même assez luxueux. Et vous le savez, pour les acteurs du secteur financier, que les biens de luxe sont un moyen de blanchir de l'argent. Donc là, on est vraiment sur cette cible-là. Donc également, ce secteur-là va être exposé au processus que nous allons partager dans quelques instants. Les acteurs du commerce de l'art,
ce n'est pas du tout étonnant, mais pour toutes les transactions également supérieures à 10 000 euros devront en amont faire une KYC. On va pouvoir parler maintenant du terme usité par notre métier, hein, donc une KYC sur eh bien les tierces parties. Alors sur le secteur de l'art, hein, on est sur une KYC tant sur le vendeur que sur l'acheteur. Donc je vois aussi que certains sont présents dans ce métier. Tout ce qui est surveillance accrue des fintechs et notamment des crypto-monnaies. Alors là, c'est vraiment également un biais de blanchiment d'argent, notamment dans la crypto-monnaie. Il faut distinguer deux pans importants. La crypto-monnaie qui peut se convertir en monnaie courante, hein, euro, dollar, etc. Et puis la crypto-monnaie qui ne peut pas se convertir. En tout cas, quoi qu'il en soit, dans les deux cas, il y a, lors de l'entrée en relation, le processus de due diligence à mettre en place. Et bien sûr, les fournisseurs de cartes prépayées qui étaient déjà exposés, mais là, le plafond a été réduit. Il me semble que c'est 150 euros. On mettra ça dans la documentation. Donc, des nouveaux assujettis, vous l'avez compris, lorsqu'on écoute les différentes conférences de la CPR et de Tracfin, il faut être très sincère, hein, 90% des déclarations de soupçons émanent du secteur financier. L'objectif de mettre ces nouveaux assujettis, c'est évidemment d'envoyer un message aux criminels en leur disant, voilà, ces secteurs vont être également vérifiés. Et évidemment, on invite fortement, ou avec de très grandes obligations, eh bien, de faire les déclarations de soupçons comme il se doit. Je crois que tu vas en parler, Valérie, sur la partie Tracfin, lorsqu'il y a donc des échos faibles en termes de données sur ces tierces parties. Vas-y. Très bien. Oui. Donc voilà, c'est clair pour les nouveaux assujettis. Mais alors, quel processus mettre en place ? Donc, c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, les établissements financiers sont plus à l'aise avec cette notion de lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme, puisque la première directive qui visait ces établissements financiers date il y a près de 30 ans. On leur demandait dès lors de mettre en place des dispositifs de contrôle. Donc voilà, ils ont plus ou moins l'habitude de mettre en place ces dispositifs. En revanche, pour les nouveaux assujettis de la 5e directive, voire même de la 4e directive, c'est pas aussi simple et évident. Contrairement aux établissements financiers, les ressources internes sont pas aussi étoffées que celles des établissements bancaires. Et donc, c'est vrai qu'on se rend compte que ces nouveaux assujettis sont parfois perdus face à ces nouvelles obligations. Donc, on va faire un rappel global des mesures à mettre en place dans le cadre de l'application de ce texte. Donc, c'est, comme l'a dit Laurent, la CPR qui le rappelle dans tous les cas dans ses lignes directrices qui ont été récemment mises à jour en février 2019, les dernières. Donc, la mise en œuvre de mesures de vigilance est modulée. Donc, c'est vraiment le pilier central selon une approche par les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Donc, les éléments à recueillir doivent varier en fonction du profil de risque de la relation. Donc là, on va voir en fait le processus classique de constitution du dossier de connaissance de la clientèle. Donc, Laurent, tu l'as dit, c'est le KYC, le Know pour Know Your Customer, qui s'appuie sur des éléments issus de la cartographie des risques. Donc, après avoir clairement cartographié les clients, c'est-à-dire dans un premier temps clairement identifier ces clients, il faut les évaluer pour leur attribuer ce fameux niveau de risque. Donc, c'est ce qu'on appelle ici l'enrichissement, cette étape d'enrichissement, c'est-à-dire de collecte d'un maximum d'informations sur la relation d'affaires. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que sur les nouveaux assujettis, l'immobilier, experts comptables, les fintechs, etc., le client que vous allez avoir en face de vous, la personne, elle peut masquer derrière un bénéficiaire effectif, une autre personne physique qui n'a pas envie d'être exposée dans la relation d'affaires. Donc, la partie identification des données va permettre d'identifier sur une personne morale ou une personne physique s'il y a derrière celle-ci un bénéficiaire effectif, un ultime UBO par exemple, qui en fin de compte va profiter de la relation d'affaires. Donc,
au cours de cette fameuse étape d'enrichissement, donc de collecte, donc c'est la CPR qui lise vraiment un certain nombre d'éléments à aller collecter dans ces lignes directrices. Donc ça passe par des éléments identitaires de base. Déjà, il faut s'assurer évidemment que la société est active. Ensuite, collecter les informations, notamment la raison sociale, l'adresse, les informations sur l'activité du client, peut-être même ses implantations géographiques si ça vous semble pertinent, ou des informations financières aussi. Également, et ce qui est important, c'est identifier les personnes physiques qui sont en lien avec ce client. Donc, ça passe par les représentants légaux forcément, les actionnaires et donc, comme tu le disais Laurent, les bénéficiaires effectifs qu'il faut impérativement identifier. Donc, tant la directive européenne que les lignes directrices de la CPR insistent vraiment sur cette notion de bénéficiaire effectif. Il faut vraiment l'identifier. Le bénéficiaire effectif, pour rappel, c'est la personne physique qui détient ou contrôle la société. Donc, elle possède directement ou indirectement plus de 25% du capital social. C'est d'ailleurs pour ça que la 5e directive insiste sur la création du registre des bénéficiaires effectifs. Une fois cette étape accomplie, il y a une étape de screening. Donc, le screening, une fois ces éléments collectés issus de sources probantes, il faut évaluer le client. Donc, c'est ce qu'on appelle communément en conformité le screening. Screener, en fait, une société où ses dirigeants, ses actionnaires ou bénéficiaires effectifs, c'est en fait identifier les sanctions, les personnes politiquement exposées ou des informations négatives qui seraient liées à ces personnes. Donc, l'identification de ces informations va permettre d'affecter un niveau de risque au client en fonction des critères pondérés qui sont prédéfinis dans votre cartographie des risques. Donc, cette étape de screening, forcément, va passer par une étape de gestion des faux positifs, c'est-à-dire la suppression des homonymes. Et une fois cette étape réalisée, les dossiers KYC sont donc précieusement conservés pour, en cas de contrôle, pouvoir justifier toutes ces démarches et surtout être maintenus à jour grâce à des évaluations périodiques ou un système de surveillance en temps réel. Donc, l'objectif finalement de ce processus, c'est à l'issue de pouvoir catégoriser les clients en 3 niveaux de risque, donc faible, moyen ou élevé, et en fonction de ce niveau de risque, d'appliquer à chacun des mesures de contrôle et de validation qui sont définies dans vos procédures internes. Donc, c'est affecter finalement ce score de KYC. On a des petites questions, Valérie. Est-ce que, avant de parler des DS, on peut peut-être les parcourir? Alors, tu as parlé tout d'abord, tout à l'heure, dans le processus des schémas inhabituels en termes de KYC. Une question là-dessus. Qu'entend-on par schéma inhabituel? Le texte définit-il l'expression? Donc, on parle là des schémas inhabituels de comportement financier. Alors, Catherine, on peut peut-être vous donner un éclairage. Alors, est-ce qu'il y a un texte qui définit l'expression en tout cas, moi, je n'ai pas forcément d'informations là-dessus, mais ce qui est demandé, en fin de compte, maintenant aux assujettis, j'allais dire aux institutions financières, mais non, aux assujettis, c'est d'avoir un système informatique qui va identifier des comportements inhabituels en termes de paiement, de comportement de compte, des virements trop importants, vous savez, des dépôts de liquide en dessous des seuils, notamment qui sont recommandés par le GAFI ou par la CPR maintenant, bien sûr. Voilà, c'est ça, ce qu'on appelle des schémas inhabituels. Est-ce qu'il y a des textes qui définissent aujourd'hui précisément, Valérie, moi, en ayant suivi un peu tout ce qui est CAMS, ACPR, etc. Oui. Moi, j'ai pas vu de choses là-dessus. Alors, il n'y a pas de textes qui définissent précisément. En revanche, c'est vrai que sur le site de la CPR, c'est assez bien fait. Il y a pas mal de documentation, des guides, des exemples, des illustrations de cas de blanchiment qui montrent des comportements qui semblent inhabituels et donc qui peuvent vraiment vous orienter sur ce qu'est un schéma inhabituel. Voilà. Une autre question de Bruno. Alors, je ne dis pas vos noms volontairement, ne vous inquiétez pas.
Donc, est également prévu alors, dans les nouveaux assujettis la décoration intérieure. Qu'est-ce qui est concerné par cette appellation? Alors, ce qu'on voit souvent, c'est en fin de compte des criminels qui achètent un bien immobilier, souvent en mauvais état, en fin de compte, et qui, alors ils l'achètent de manière officiellement honnête, voilà, et qui en fin de compte vont procéder à de la décoration, du réaménagement intérieur, payés peut-être de manière là pas forcément très très licite, et qui vont ensuite revendre le bien. Voilà. Donc là, on est sur peut-être un axe de blanchiment d'argent. Puis ensuite, peut-être de financement du terrorisme. Mais voilà un des comportements qu'on a vu chez certains de nos clients qui avaient des tiers dans ce sens-là. Sinon, pareil là-dessus, je crois je vous enverrai, si vous ne l'avez pas vu, le replay de la conférence ACPR de juin 2019, oui, où Tracfin d'ailleurs donne pas mal d'informations. On vous enverra ça dans l'email de remerciement. Et il y a cette partie-là qui est évoquée. IFA, oui. Donc, les documents, une autre question, mais bien sûr que le replay des documents de ce webinaire vous seront transmis. Alors, je vais laisser Valérie continuer et je vais entre-temps lire les questions. Oui, donc concernant les déclarations de soupçons et Tracfin, donc il faut savoir que la 5e directive, donc comme tous les textes en lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme, oblige les assujettis à accroître donc leurs mesures de vigilance et, si nécessaire, à remonter davantage de soupçons auprès de Tracfin dans le cadre de cette LCBFT. Donc, pour rappel, Tracfin, c'est pour traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. Donc, comme son nom l'indique, c'est un service de renseignement en LCBFT. Donc, il est chargé de recueillir et d'analyser des déclarations de soupçons que les assujettis doivent lui déclarer obligatoirement. Il faut donc entendre par assujettis, évidemment, tous ceux qui sont cités par les textes précédents de la directive européenne, mais également inclure donc ces fameux nouveaux assujettis de la 5e directive. Donc, que faut-il déclarer? Donc, les assujettis doivent déclarer les sommes dont ils ont une bonne raison de soupçonner qu'elles proviennent soit d'une infraction ou qu'elles participent au financement du terrorisme ou encore à une fraude. Donc, on parle vraiment de soupçons. Quand faut-il déclarer? La seule question qu'il faut se poser, c'est de savoir si on se situe dans l'un des cas de déclaration qui est prévu dans le Code monétaire et financier. Donc, il y a un certain nombre d'éléments, une liste en fait de cas. C'est à l'article L561-15 du Code monétaire et financier, donc qui liste ces cas de déclaration. Donc, cette déclaration de soupçon, ce qui est important, c'est qu'elle doit être réalisée préalablement à l'exécution de la transaction, pour permettre à Tracfin en fait d'exercer son droit d'opposition. Donc, les éléments qui doivent impérativement figurer dans la déclaration de soupçon, pour rappel, donc il faut évidemment déclarer les coordonnées, renseigner les coordonnées du déclarant, des éléments d'identification et de connaissance du client, donc la raison sociale, tout ce que vous avez collecté au cours de vos process de due diligence, comme on l'a vu tout à l'heure, donc secteur d'activité, les représentants légaux, peut-être même les bénéficiaires effectifs et les liens plus ou moins éloignés avec d'autres personnes. La déclaration de soupçon, elle doit être accompagnée de toutes les pièces et de tous les documents justificatifs qui pourraient aider Tracfin à exploiter la déclaration. Et également, il faut décrire précisément les opérations qui sont suspectes avec des éléments d'analyse. Alors, c'est surtout pour les nouveaux assujettis qui n'ont peut-être pas l'habitude de mettre en place ces déclarations de soupçon. Que se passe-t-il si vous n'effectuez pas de déclaration de soupçon? Est-ce qu'on peut vous reprocher de ne pas avoir eu de soupçon dans une affaire qui, pourtant, on l'entend ensuite, peut-être dans la presse, qui a donné ultérieurement lieu à des poursuites? Donc, la loi n'est pas très claire, elle impose de transmettre une déclaration de soupçon à Tracfin lorsque les sommes proviennent d'une infraction. C'est pas très clair de déterminer s'il y a eu non ou non une infraction, mais dans tous les cas,
il faut être en mesure de justifier avec les éléments d'information que vous avez en votre possession qu'il n'y a pas eu, que vous n'avez pas effectué de déclaration de soupçon, puisque vos due diligence ont été correctement effectuées selon votre approche par les risques, que vous avez attribué ce fameux niveau de contrôle, ce fameux niveau de risque faible, standard ou élevé à chacun de vos clients, et donc les contrôles qui vont avec finalement, et en cas de manquement à cette obligation de vigilance et de déclaration, votre responsabilité peut être mise en cause. Donc dans tous les cas, il faut impérativement, dès l'entrée en relation, puis tout au long de la relation, identifier et évaluer clairement vos clients. Donc c'est ce qui va vous permettre ensuite, c'est si vous connaissez bien vos clients, de mettre en évidence peut-être un soupçon ou une activité anormale. Donc le respect de l'obligation déclarative de l'assujetti n'implique pas d'apporter la preuve de l'infraction. C'est pas à vous de dire qu'il y a eu une infraction ou de procéder même à la qualification. Mais en revanche, si l'affaire dont vous assujetti n'avait pas eu de soupçon a donné lieu ensuite à des poursuites judiciaires et qu'en plus il n'y a pas eu de mesure de vigilance mise en œuvre à l'égard d'un client par exemple, la justice va pouvoir prendre en compte l'existence et l'intensité de ces mesures de vigilance que vous avez mises en œuvre pour apprécier une éventuelle, on parle de complicité de votre part dans la commission de l'infraction et mettre donc en cause votre responsabilité. Alors avant, merci Valérie. Alors avant d'aller sur qui est Altares d'Alan Bradstreet, certains nous connaissent bien sûr déjà. On a pas mal de questions sur les pays, les pays à risque, etc. Alors, je vais les prendre dans l'ordre, les questions, si j'arrive à pouvoir aller sur le chat. Voilà. Alors, vous m'avez pas mal de questions sur, en fin de compte, comment est-ce qu'on doit tenir compte de la nationalité de la personne physique, de l'entité, pays à risque, etc. Donc, on va essayer de répondre à tout ça. Oui, il faut en tenir compte. Il faut tenir compte, évidemment, de l'identité et du pays dans lequel est la personne physique avec qui vous voulez entrer en relation, mais également l'entité morale. Et sur ce point-là, il faut bien regarder l'arbre capitalistique de cette entité morale. Vous pouvez avoir une entreprise qui est basée en France, d'accord, mais dont des bénéfices affectifs, on y revient, ont en fin de compte un pays de résidence dans des pays à risque, ok, et en fin de compte, le risque pays de cette entité morale, initialement en France, qui est donc un pays par risque, pour votre information, eh bien, va devenir à risque, puisque certains bénéficiaires effectifs sont, eux, dans un pays à risque. Alors, Christophe, qui est dans ce webinaire, tu nous as envoyé une liste de pays à risque. On va les mettre dans la réponse qu'on va vous faire, dans l'emailing de remerciement. Il faut savoir que nous, chez Altares, on se base également sur les pays, la liste pays de Transparency International. Il y a plusieurs listes qui sont, il y en a 2-3 qui sont officielles, et en fin de compte, on les agrège. Mais la question, est-ce qu'on doit tenir compte des pays à risque? La réponse, elle est évidemment oui, mais aller plus loin, puisque un bénéficiaire effectif qui est dans un de ces pays à risque, on va citer l'Iran, par exemple, qui a refusé il y a quelques jours de signer un des premiers documents du GAFI. C'est quand même un signe important, évident, mais important. Eh bien, si vous avez un bénéficiaire effectif ou même un dirigeant qui est dans un de ces pays, là, votre entité, eh bien, elle devient à risque. Voilà, donc on a pas mal de choses là-dessus. Christophe, je ferai un copier-coller de ta liste là, où on mettra nos sources. Voilà pour ce sujet, sur les pays à risque. Alors, Altares d'Alan Bradstreet, vous le connaissez pour certains beaucoup. On a des solutions de conformité. Alors, tout ce qu'on nous a montré, le schéma de l'identification du tiers jusqu'au rapport de conformité, évidemment, c'est chose que on a l'habitude de faire, soit en solution web, on en a quelques-unes à l'écran, et aussi intégrées dans vos systèmes d'information. C'est ce que l'on fait de manière
régulière, bien sûr, portée par les différentes lois. Alors là, on s'est focusé sur la France, hein, on parle de la CPR, mais nous agissons sur plusieurs pays. Donc, c'est un premier point. Quelques références que vous connaissez. Bien sûr, le secteur banque et assurance, parce que là, on parle de la ML5. Juste un point là-dessus. Lorsqu'on parle des assujettis à la ML5, vous avez vu donc ces nouveaux assujettis, l'immobilier, le marché de l'art, les fintech, le secteur expert comptable élargi. Hein. Mais lorsqu'on parle du secteur financier, ce n'est pas uniquement réservé aux banques. Là, on voit BNP, on voit la SocGen, on voit la BPCE, tout ça. On parle également de ces néobanques. Hein. Toutes ces néobanques qui ont été créées récemment. Alors, je sais qu'il y a des personnes, je vais pouvoir les citer, de KPMG sur ce webinaire. Il y a eu une belle étude faite par KPMG sur les néobanques. On vous mettra également le lien, parce que c'est très, très intéressant de voir le poids des néobanques dans le secteur bancaire en France. Hein. Et chez Altares, ça fait quelques temps qu'on a ce genre d'établissement, ces néobanques qui nous sollicitent pour les processus de KYC, alors qu'elles sont institutions financières. Et depuis la 3e directive, elles devaient, en fin de compte, mettre en place tout ça. Hein, d'accord ? Donc, quand on parle de banque et assurance financier, il y a les banques historiques, les néobanques, et puis toutes les entreprises corporate, il y en a dans l'énergie, il y en a dans le transport, qui veulent mettre en place une carte bancaire, une carte de crédit pour leurs clients. Alors, clients surtout B2C généralement. Donc là aussi, elles sont exposées maintenant à la 4e et la 5e directive. Donc, juste, je profite de ce slide pour faire ce focus-là. On nous le demande beaucoup, souvent chez Altares, hein, le secteur financier, banque et assurance, 5e directive, qui est ciblé. Vraiment, ces trois grands segments, les banques historiques, les néobanques et bien sûr, toutes les entreprises qui veulent mettre en place un système bancaire pour leurs clients. Et on l'a vu, maintenant, tous ces nouveaux assujettis. Sinon, chez Altares Bradstreet, hein, vous connaissez, maintenant, on a 350 millions d'établissements, d'entreprises dans nos bases de données sur 220 régions, pays, et on a aujourd'hui 5 millions de données qui sont mises à jour quotidiennement, avec notamment l'ensemble des données qui sont issues d'Altares Bradstreet et différents partenariats que nous avons à travers le monde. Je pense notamment sur toutes les lois de conformité. On parle de la ML5 en France, mais vous le savez, quasiment tous les pays aujourd'hui ont une loi LCBFT. Je crois qu'il y en a 2 qui ne l'ont pas, c'est Haïti et la Corée du Nord. Je pense que Christophe, tu pourras nous repréciser cela. Mais donc voilà, l'ensemble des pays ont ces lois lutte contre le blanchiment et nous agissons sur l'ensemble de ces pays. Alors, on a une dernière question. Alors, je vous laisse poser vos questions. On en a terminé sur ce webinaire. En tout cas, je vous remercie de votre attention, de vos questions. Comme je vous le disais, hein, vous allez recevoir un email avec quelques informations qu'on va vous joindre, le replay de ce webinaire et puis la présentation en PDF qui vous sera envoyée, je crois. On a une dernière question de Mélodie. Les entreprises proposant des solutions de paiement cashless sont-elles assujetties? Alors, je me tourne vers Valérie, mais je crois que oui, évidemment. Oui, tout ce qui concerne les établissements bancaires ou des prestataires de paiement sont concernés, évidemment. Cashless, c'est tout ce qui est, je ne sais pas si Mélodie, vous entendez par là, les établissements qui font du transfert international. Mais en tout cas, bien sûr, hein, il y en a 2-3 sur le marché. Enfin, une autre question. Qu'en est-il de la transposition qui a été opérée en droit national récemment? Ordonnance et décret. Bon, c'est plus pour toi, Valérie, mais peut-être la question, il faudra peut-être la préciser. Est-ce que vous parlez de la transposition de la 5e directive? Ouais. Donc ça, on l'avait évoqué. Alors, on voit beaucoup d'éléments déjà transposés, même anticipés, notamment dans le Code monétaire et financier. Il y a pas mal de changements. On voit les évolutions dans les textes. Donc, on remarque que c'est en cours. Alors, précisément, sur les ordonnances et les décrets, voilà, on n'a pas plus d'informations sur ce sujet, mais effectivement, on voit déjà les évolutions, en tout cas dans le code. D'accord. Donc, sur l'entrée en relation à distance. Ah oui, l'entrée en relation à distance notamment. Il y a un sujet qui va... Alors, je ne sais pas si vous l'avez traité, mais c'est cette fameuse entrée en relation à distance. Alors, évidemment,
On pense à justement ces néobanques qui font des ouvertures de compte à distance. Là aussi, il y a un beau document de la CPR sur la KYC de l'entrée en relation à distance. Je vais essayer de vous le mettre également en lien. Alors, je crois que c'est encore en réflexion, notamment sur tout ce qui est droit de vérification du document d'identité. Voilà, c'est un sujet qui est aussi passionnant. Je pense qu'on fera un webinaire là-dessus lorsqu'on aura un peu plus d'informations. Mais certains d'entre vous nous le demandent dans le processus de KYC d'avoir une vérification du document d'identité qui vous est transmis par votre client. Et vérifier si ce document est volé, falsifié, etc., etc. Et évidemment, avec les données de la carte d'identité, on peut vérifier via les données Altares si cette personne est BE, sous sanction ou éventuellement personne exposée politiquement. Bon, donc pas mal de questions. Allez, une dernière question de Christophe. Ah oui, d'accord, merci Christophe. Bon, je mettrai cette information dans l'email, hein, publication du GAFI et quelques jours sur le sujet de l'identité numérique. Bon, Christophe, on voit mal le lien, Christophe, et on le rajoutera dans le lettre de remerciement. Merci à tous. Merci Valérie pour ces éclairages. Très intéressant d'aborder tous ces sujets passionnants avec vous. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci bien. Merci.